colique néphrétique, trauma crânien, tassement vertèbre L4, L5, rupture des ligaments croisés, P4, Macintosh, nyctalope, luxation de l'épaule, lithiale rénale gauche, nodule hépatique du segment 4, adénome hypophysaire aprolactine, l'hémiosarcome de la veine cave, double plateau, et survivant de la chambre 202. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Ça, c'est tous les noms dont j'étais affublé lors de mes passages dans les hôpitaux. Moi, je m'appelle Yves. Vous pouvez m'appeler Yves, c'est mieux. Là, donc j'ai créé cette conférence pour vous expliquer un peu mon parcours dans le système médical français. Là, on est en 2022. Je vais faire un PET scan. Donc j'en suis à mon 8e pour surveiller un peu l'évolution de mon cancer. Et donc c'est un endroit, donc je vais au Centre Antoine Lacassagne, donc c'est un endroit que je connais bien, et donc je vais assez souvent. Donc là je fais les formalités d'usage, nom, prénom, accueil et tout, et je me retrouve dans la salle d'attente à attendre qu'on m'appelle. La porte s'ouvre. Monsieur Coussement, c'est moi. Suivez la ligne bleue, s'il vous plaît. Donc, je suis cette ligne bleue. Et je me retrouve dans les box en préparation de mon PET scan. Alors, c'est très bien organisé, les hôpitaux. Vous avez 4 box, des lignes au sol, et chaque ligne vous amène à l'endroit d'examen, et qu'en retour, vous revenez à votre box. Donc, il y en a un dans le box, un dans la salle, et puis ça tourne. Et donc, moi, le PET scan, c'est un examen qui consiste à passer dans un tube, une fois à vide, je dirais. On regarde vos corps à vide. Et après, on vous injecte un produit de contraste, où j'ai appris bien plus tard que ce produit de contraste, c'était en fait du glucose, donc radioactif. Donc, on m'injecte un produit radioactif dans les veines tous les 3 mois pour savoir si mon corps évolue bien ou pas. Donc, et quand on vous injecte ce produit, vous vous transformez en bouilloire. C'est-à-dire que ça devient très très chaud, et c'est comme si, je ne sais pas ce que ça fait dans un micro-ondes, mais ça peut ressembler à être dans un micro-ondes. Le deuxième passage est un peu compliqué. Donc là, je suis assis tranquillement, et l'infirmière vient me mettre le petit cathéter pour passer le cathéter. Donc elle arrive, je tends, et elle me dit du bout de votre bras droit, je lui fais essayez le bras gauche, parce que le bras droit, depuis le temps, il en a marre, mes veines, elles se barrent. Je connais très bien mon métier, monsieur, je le fais. Donc elle attaque, bras droit, elle essaye, elle n'y arrive pas. Donc, excusez-moi, un peu énervé, elle m'attaque, hop, pansement sur le bras droit, et elle attaque le bras gauche. Et là, pas de chance pour moi, elle n'y arrive pas non plus. Donc, elle commence un peu à s'énerver. Moi, je patiente. Et elle n'y arrive pas. Donc, généralement, quand ils n'y arrivent pas là et là, il y a 2 solutions. Soit c'est appel à un joker, une autre infirmière qui a plus d'habitude. Ou si c'est elle le joker, la dernière solution, c'est les grosses veines qu'il y a sur la main, là. Et là, ça fait mal. C'est assez désagréable, parce que le liquide met plus de temps à monter, et donc vous êtes plus en ébullition. Ce jour-là, c'est pas de chance pour moi, c'est la main. Et donc, j'attends. Donc, après, j'attends que la manip vienne me chercher. Et puis, la manip vient me chercher. Alors, pour vous expliquer, il y a les 4 box, il y a une rampe avec un ordinateur, puis elle regarde l'ordinateur qui doit normalement avoir mon nom pour appeler. Et là, la manip, elle arrive, elle regarde son ordinateur, hein, puis elle se regarde vers moi, elle fait « C'est quoi, ça ?» Ben moi, je ne sais pas, je dis rien. Elle revient, elle a l'air un peu plus énervée. « Mais c'est quoi, ça ?» Et là, je dis, et là, dans ma tête, je dis « Oh putain, l'ordinateur est en panne, ça va être la galère, j'ai mon rendez-vous avec l'oncologue après, tout va se décaler, petit moment de panique, quoi. »
Et puis finalement, là, vous vous appelez comment? Et là, dans ma tête, je me dis, putain, ça, c'était moi. Je veux dire, vous savez, toute la liste que je vous ai donnée, on peut rajouter ça. Ou le scanner de 10h45. Donc, et là, franchement, ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit, mais c'est vrai que je comprends que les infirmiers, les personnels soignants soient stressés, comment dire, qu'ils ont des conditions de travail assez difficiles. Peut-être que cette dame, elle avait fait 48 heures de garde et que... Mais c'est quand même des mots, à un moment donné, ces mots-là, où on a l'habitude de vous confondre avec votre maladie, en fait. Hein, vous êtes déshumanisé, parce que je dis, vous êtes maladie, vous êtes un scanner, vous êtes ça, vous êtes un nom. Et ce jour-là, c'est vrai que j'ai vraiment eu du mal. En fait, ce que je me suis dit, c'est que prochaine fois, à l'accueil, je vais arriver, et puis je vais me donner mon nom, je vais dire bonjour, je suis le scanner de 10h45. Vous êtes qui? Le scanner de 10h45. Ah non, monsieur, il me faut votre nom. Non, 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 je suis le scanner de 10h45. Appelez-moi comme ça. Non, monsieur, c'est pas possible, il faut absolument votre nom. Et pourquoi vous voulez mon nom absolument? Ah, c'est parce que c'est pour l'identito-vigilance. Ah, l'identito-vigilance. Et là, vous vous dites, l'identito-vigilance, c'est quoi ça? Hein, l'identito-vigilance? L'identito-vigilance, c'est une loi de 2021. Donc vous l'avez dans tous les hôpitaux maintenant. Depuis 2021, vous avez cette affiche-là, qui est l'identito-vigilance. Donc le bon soin au bon patient, mon identité, c'est ma sécurité. C'est-à-dire que si je suis bien identifié, je vais être bien soigné. Ça, il faut que vous compreniez bien. Avant 2021, j'étais mal soigné en fait, puisque j'étais mal identifié. Donc, à chaque fois que vous allez à l'hôpital, on va vous demander votre nom, votre prénom usuel, votre pièce d'identité, on va vérifier si vos papiers, votre sexe aussi, voilà, tout un tas de choses obligatoires. Donc en fait, depuis 2021, j'ai reçu un papier à la maison comme quoi il fallait que j'arrive maintenant un quart d'heure avant mon rendez-vous, parce que justement, il y a l'identito-vigilance. Et que donc, c'est plus direct, je sais pas ce que je dis. Et donc, il faut que je m'identifie avec cette identité-vigilance. Alors, moi, mon expérience de l'identité-vigilance, qu'est-ce que ça a fait? Je perds un quart d'heure. Je suis obligé d'aller m'identifier avant, et après me re-identifier au gars à la radio. Alors, j'ai eu de la chance, le gars de la radio, il m'a dit « Je sais faire l'identité-vigilance, donc tu doubles devant tout le monde, et tu viens. » Et donc, après 2021, j'ai fait une fois la queue pour le quart d'heure, et après j'allais directement, parce que le gars pouvait le faire. Donc, ce que je retiens de ça, c'est que, en fait, on fait des lois pour mieux les identifier, mais finalement, ça fait quoi? À ma liste, on peut rajouter un petit numéro supplémentaire, le numéro que je ne connais pas. Hein, je ne connais absolument pas ce numéro. Et à chaque fois que vous allez, maintenant, on vous donne des étiquettes. Vous avez des belles étiquettes, ou des bracelets, si vous restez. Et grâce à ça, on va être mieux soigné. Alors, je suis quelqu'un de très curieux. Donc, je suis allé voir ce que dit le texte sur l'identité-vigilance. Et donc, ils l'ont fait pour éviter les erreurs suivantes. Et là, pour moi, c'est un grand moment. Donner un traitement au mauvais patient. C'est-à-dire que si je ne suis pas identifié, on pourrait donner mon traitement au patient du voisin. Hein, avant 2021, ça devait arriver sûrement, parce que s'ils l'ont fait, c'est que ça devait arriver. On pourrait m'opérer du mauvais côté. J'ai échappé, quoi. Moi, j'ai plus qu'un rein, on aurait pu m'enlever l'autre. Donc, heureusement que l'identité-vigilance va gérer tout ça, quoi. On pourrait faire un diagnostic de patient inversé. C'est-à-dire que, pareil, hein, on pourrait dire, voilà, lui, il est diabétique, il est du truc, et on va me soigner pour autre chose. Donc, identifiez-vous bien quand vous arrivez à l'hôpital. Pareil, une erreur d'intervention, donc il le répète. On pourrait m'opérer d'un bras alors que je suis venu pour une jambe, si je suis mal identifié. Alors ça, là, j'adore. Erreur de déclaration de décès. Ils l'ont marqué noir sur blanc. Hein. Je n'invente pas. Hein. C'est-à-dire qu'on pourrait me déclarer à ma famille que je suis mort si je suis mal identifié, si jamais c'est mon voisin d'à côté qui est mort. Donc ça, c'est ces textes qui font que l'identité-vigilance est née. Voilà, et puis usurpation d'identité, quoi. Je veux dire, moi, je suis sûr que vous avez tous envie d'aller à l'hôpital à ma place, faire les spé scans, les chimios et les radios, quoi. Je vous donne et allez-y, hein, sans problème. Je pense que les gens courent après ça. Et puis bon, la bonne chose,
mauvaise attribution du numéro de séjour, la plus importante, parce que si ce n'est pas le mon numéro de séjour, on facture mal, donc l'hôpital ne sera pas payé. Donc celui-là, il est quand même assez important. Donc, en fait, ce que je retiens là-dedans, c'est que moi, en tant que patient, j'ai plus l'impression que ça, on est à la recherche de responsabilité, en fait. C'est s'il y a un problème, qui va être responsable? Qui n'a pas mis le bracelet était inversé et tout. Et dans cette chaîne-là, eh ben, ça peut être le fournisseur de papier qui n'a pas fourni le papier, l'imprimante qui n'a plus d'encre, ou le secrétaire. Et ça, je trouve, c'est un peu dommage, parce que en santé, quand même, on a, dans l'expérience en France, on a quand même le fameux, après le don du sang, après le scandale sur le sang contaminé, responsable mais pas coupable. C'est-à-dire que là, on va chercher des responsabilités, mais le responsable, est-ce qu'il sera coupable? On n'en sait trop rien. Là, on est en 2010. En 2010, depuis 2 ans, je souffre, je perds la vue tous les 3 mois, j'ai des paralysies faciales et j'ai des maux de tête de folie. Et mon médecin, il a diagnostiqué des migraines ophtalmiques. Mais bon, au bout de 2 ans, il me prescrit un IRM. Donc en 2010, je vais passer mon IRM. Donc pareil, hein, toujours la même chose. Je vais rentrer dans cet appareil d'IRM. Je suis devant. Donc là, je suis debout, mais normalement, je suis allongé. On dit de lever les bras. Et lever les bras, avec ce que j'ai eu, celui-là, je ne peux plus le lever. C'est très compliqué. Et donc, je me mets à négocier, est-ce que je peux laisser le bras en l'air? Là, ça marche. Donc, je rentre dans l'IRM et on y va. Donc, l'IRM, c'est une résonance magnétique, ça fait un bruit de folie. Vous rentrez là-dedans, vous sortez. Maintenant, ils ont les bouchons, mais au début, il n'y avait pas les bouchons. Donc, vous sortez, voilà, je fais l'IRM. Je retourne m'asseoir pour me rhabiller. Donc je me rhabille tranquillement. Le manip arrive. Bonjour, monsieur Goussement. Il va falloir que vous patientez là parce que le radiologue veut vous voir absolument avant que vous partiez. Ah, ok, merci. Donc je me remets là. Je patiente, parce qu'en tant que patient, c'est ce qu'on fait de mieux. Hein. Puis un peu comme me troubler, qu'est-ce qu'il va me dire le radiologue quand même? Donc je patience. Et là, ça prend un peu de temps quand même. Donc, et le radiologue arrive. Un Italien, un fort accent italien. Eh, buongiorno, comment ça? Ce que je viens de voir, c'est extrêmement rare. C'est très très rare. Alors, je vous ai fait attendre parce que j'ai pris directement rendez-vous avec le professeur X à l'Archer. Vous avez rendez-vous dans 48 heures et ce serait bien que vous y alliez et tout. Ah, vous êtes en moto. Si vous pouviez y aller en voiture, ce serait mieux, hein, quand même. Waouh! Qu'est-ce qui m'arrive, putain? Plus de moto, il est fou, le mec. Moi, je suis orphelin. Mon père est mort d'un accident de voiture et ma mère m'a toujours interdit de faire de la moto. Mon automobilette, jusqu'à mes 18 ans, c'était niette. Elle m'a offert le permis de voiture, elle m'a acheté une voiture, et en grand fils indigne que je suis, parce qu'à l'époque on pouvait, j'ai acheté une 125, et donc ça a été compliqué. On est en 2020, même endroit, même personnage, et là j'y vais parce qu'on a détecté, au cours d'un examen bénin, que j'avais une tache bizarre en bas des reins. Pareil. Oh, ce que je viens de voir, c'est extrêmement rare. Hein? Oh, je vous ai pris un rendez-vous avec le professeur X à l'Archer, et il va falloir que vous y allez. Oh, mais je vous reconnais, vous. Vous êtes venu il y a 10 ans pour la tête. Oui, mais ma parole, vous êtes le champion du monde des maladies rares. Là, 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 là.
Champion du monde! Champion du monde! Bon, je ne vous cacherai pas que, personnellement, j'aurais préféré être champion du monde de moto quand même. Hein. Comme vous l'avez compris, je suis fan de moto. Et pratiquement tous les week-ends, le samedi et le dimanche, avec mes potes, on va explorer les belles routes de l'arrière-pays niçois. Là, on a décidé d'aller en Italie, mais pour aller en Italie, on prend des petites routes, on passe par la route de Laguet, cette petite route là, tortueuse où il n'y a jamais personne, pour rejoindre la Turbie. Donc dans le groupe, on est 4. Toujours le même ordre. Marc devant, Gilles derrière, Jacques et moi derrière. Et quand on est groupe de motards, on a des codes. Quand le premier double, s'il tarde un peu à se rabattre, c'est bon, on peut y aller. S'il se rabat de suite, on reste derrière tranquille. Donc ça, comme ça, on sait que des fois, on dit il prend des risques, mais on sait que le suite devant te dit s'il y a quelqu'un qui arrive ou pas, donc on peut y aller tranquille. Donc là, je suis sur ma moto, je suis 4e position, tranquille sur la petite route, ça tourne bien. Marc double de voiture, il va, il tarde un peu, Gilles y va, Jacques y va. Moi, je suis dernier, le virage arrive, j'y vais. Un coup d'accélération, je me rabats, mais j'avoue, j'ai mordu sur la ligne jaune et je me suis rabattu un peu tard. Mais bon, il n'y a jamais personne sur cette route, je pouvais y aller tranquille. On continue, hop, il y a un scooter, même scénario, il y va, Marc, Gilles, Jacques, moi j'arrive, encore un peu court, mais allez, la moto elle a la puissance, j'accélère, je rase le scooter, je ne fais pas les 1m50, je me rabats limite, et puis on continue. Et puis là, waouh, 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 waouh. Je regarde derrière, 2 gendarmes. 2 gendarmes, il y en a un qui arrive, il nous double tous avec la sirène, il se met devant Marc, l'autre derrière moi, et puis hop, on roule jusqu'au grand parking de Laguet, où on s'arrête. Et là, il arrête les motos. Donc tu vas jouer Marc, Gilles, Jacques, et tu vas jouer moi. Moi, je joue le gendarme. Gendarme arrive. Messieurs, gendarmerie nationale. Toi, ça va. Toi, ça va. Toi, ouais, ça va. Là, il arrive son collègue, ils arrivent à 2 sur moi. Toi, là, toi. Mais ça va pas du tout, ça va pas du tout. Là, effectivement, ça va pas. Parce que non seulement les institutions qui nous accueillent ont un langage pas toujours adapté, mais aussi toutes les grosses associations qui sont censées nous soutenir. Ces grosses associations, ouais, vaincre le cancer. Super association, vaincre le cancer, mais vaincre le cancer, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que moi, je me transforme en maladie, et que le but, c'est de vaincre cette maladie. Là qu'on voit bien un mec taper sur un crabe, pompon, donc je n'existe plus, il n'y a que la maladie qui compte, et on va essayer de vaincre cette maladie. J'en vois une qui dit à Yves, tu déconnes, son affiche, elle date de 1930. Mais vous avez raison, Cette affiche, elle date de 1930. Voilà. 3 affiches, décembre 2023. Vaincre la mucoviscidose, c'est-à-dire qu'on a transformé le cancer en mucoviscidose. C'est-à-dire qu'on a gardé le même concept, il faut vaincre la mucoviscidose. C'est le cancer. Là, ici, alors là, on est encore mieux. AM Téléthon de 2023, vaincre la maladie. Comment vaincre la maladie? C'est-à-dire que là, carrément, toutes les maladies, il faut les vaincre. Il n'y a même plus de cancer, mucoviscidose, on généralise les maladies. Donc toutes les maladies, elles sont à vaincre. Donc nous, en tant que patients, on continue à se transformer en maladie. On n'existe toujours pas, quoi. Et c'est décembre 2023. Hein. Là, vous avez une affiche sur Alzheimer. Alors sur cette affiche, il n'y a pas vaincre. Et quand vous lisez l'affiche, c'est marqué en petit, vous avez 3 fois le mot prise en charge. C'est-à-dire qu'on va vous prendre en charge. Vous êtes malade, donc vous vous transformez en plus maladie, mais vous devenez une charge. C'est-à-dire que maintenant, je me transforme en charge. Je suis une charge pour le système qui va me soigner. On va me prendre en charge, on va penser pour moi, on va faire à ma place. Alors souvent, ce que je dis, maintenant que j'ai un peu la chance de transmettre, de faire des formations, je leur dis, si vous voulez me prendre en charge, moi, vous me prenez sur votre dos, hein, je fais plus de 100 kilos, on fait un petit tour de pâté de maison, et on revient. Donc vous allez sentir la grosse fatigue, hein, mes 100 kilos, et puis moi, nickel, j'aurais rien foutu. Hein. Je suis sur le dos, je n'aurais pas bougé,
enfin, le personnel soignant ou les professionnels de santé vont être très fatigués. S'ils prennent en charge les gens, ça va les fatiguer de prendre en charge. Et finalement, je me dis, la solution, c'est peut-être que vous m'accompagnez. On fait le tour du pâté de maison ensemble. Donc, vous n'êtes pas fatigué à la fin de la journée. Et puis moi, je suis rentré dans l'action. J'ai dû marcher. Et puis en marchant, on va peut-être parler, on va peut-être écouter, on va peut-être rentrer en relation. Et donc, voilà, donc éviter ces mots-là. Voilà. Si on pouvait arrêter de me prendre en charge, je serais pas mal. Hein. Je dis ça, mais on a tellement entendu souvent. Et puis il y a quand même une prise en charge qui est quand même pas mal, quand même. Faut pas déconner, c'est la prise en charge financière. Hein. Et ça, en France, on est quand même un beau pays où quand on est malade, on a la prise en charge entièrement financière. Hein. C'est notre fameuse sécurité sociale. Alors, pour bien comprendre la sécurité sociale, je pourrais faire un cours dessus, c'est que la sécurité sociale en France, c'est le budget de 640 milliards d'euros. Divisé en 3, 60% pour les vieillesses, l'assurance retraite, 30% pour nos maladies et la sécurité sociale, hein, et 10% c'est pour la prévoyance. Donc ça fait quand même pour la maladie un budget de 200-250 millions d'euros. Le budget de l'État français, c'est 340 milliards d'euros. Vous voyez, si on se dit quand dans ces temps difficiles on cherche de l'argent, on sait où aller le chercher, quoi. Chez les retraités ou chez la Sécu, parce qu'on a un budget qui est équivalent pratiquement à leur. Donc ça, c'est un peu dommage. Mais par contre, je vais revenir sur ce système. Ce système-là, en France, s'appelle l'ALD. Donc l'ALD, affection longue durée. Pardon. C'est quoi ça? L'ALD. Donc l'ALD, c'est un système français qui va nous permettre d'être complètement exonérés de nos charges financières. Mais on est en France, quoi. Et donc pour obtenir l'ALD, c'est pas simple. C'est jamais des choses faciles. Donc, et ils ont fait encore un truc qui est fabuleux, c'est qu'ils ont classé l'ALD. Donc pour obtenir l'ALD, vous avez une liste de 30 maladies référencées. Donc si vous êtes dans ces 30, pas de souci, vous avez votre ALD. Et après, vous avez une deuxième truc, c'est que vous avez une deuxième liste. Et pour obtenir l'ALD, il faut être malade depuis plus de 6 mois et que ça coûte de l'argent. Et que ce critère d'argent soit vraiment coûteux. Donc ça, c'est bien. Je veux dire, pourquoi on fait une liste si on a un critère qui dit qu'il suffit de 6 mois de maladie et que ça coûte de l'argent. Et le troisième critère pour obtenir votre ALD, c'est vous êtes récidiviste comme moi. C'est-à-dire que vous cumulez plusieurs pathologies, vous n'êtes pas, et que ça coûte de l'argent. Donc dans ce cas-là, notre système français va vous prendre en charge, et ça c'est quand même pas mal financièrement. Je veux dire, c'est assez sympa. Mais c'est comme tout, il faut se battre. Moi, il y a 15 jours, j'ai reçu une courrier. Bonjour, monsieur Goussement. Nous vous informons que votre ALD prendra fin le 31 février 2025. Et oui, parce que l'ALD, elle doit se renouveler, elle n'est pas automatique. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui seront malades à vie, mais tous les 5 ans, il faut quand même qu'ils fassent leur demande d'ALD. Sinon, au bout de 5 ans, ils la perdent. Et donc, si vous êtes en état de l'affaire et compagnie. Voilà. Ce qui me gêne un peu, c'est que quand l'État a besoin d'argent, ça déréglemente. Par exemple, en 2014, ils avaient besoin d'argent, ils ont enlevé une des maladies. Pas de chance, c'est celle que j'avais. Donc j'ai reçu mon petit courrier, plus d'ALD. Et donc, ça oblige nous, en tant que patient, quand vous n'avez pas d'ALD, de prendre une mutuelle. Donc, je n'ai pas d'ALD, je prends une mutuelle. Mais quand l'État déréglemente l'ALD, les mutuelles augmentent. C'est les vases communicants. Parce que les mutuelles vont récupérer cette charge financière. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on est en train tranquillement de passer d'un système sympathique en France vers un système où on va déréglementer et on va faire en sorte qu'on va avoir un système privé. Si vous avez de l'argent, vous achetez une bonne mutuelle. Si vous n'avez pas d'argent, vous aurez une mutuelle moins et vous serez moins bien remboursé et donc moins bien pris en charge financièrement. On est monté à Castelrino. Castelrino, c'est un petit village dans la vallée de la Broye et on redescend à 4, toujours le même ordre. Et on va... Bon, je vais expliquer. Donc on a le même ordre, on descend pour aller à Breuil et à Breuil, on va aller par le col de Brie, c'est le col de Brosse, à Sospel. Donc un petit col, 10 km de montée, 10 km de descente avec des bons virages. Je suis tranquille, 4e position. Marque double, 2 motos, deux motos, ils doublent. Je double, je regarde. La dernière moto que je double, une fille au volant, au guidon, pardon, avec une moto, je ne sais pas ce que c'est.
Quand je suis fan, je dis, mais c'est quoi cette moto? Il y a un mec devant, on le double, avec plus ou moins la même moto que Marc, un gros trail, bien pour la montagne, mais qui ne va pas beaucoup de puissance. On continue, voilà, on monte, et on attaque après, ce fameux col de Brosse. Et je roule tranquille. Puis là, je vois la fille, la gonzesse, là, elle prend, elle nous double, mais à vive allure. Hein. Wow. Et elle double Jacques, elle double Gilles, elle double Marc, et là, Gilles, vous ne le connaissez pas, mais Trapani, il s'appelle, sicilien, se faire doubler par une gonzesse. Mais oh, c'est pas possible. Avec une petite bécane à la Yves, il fait non. Wow, il va derrière et il commence à la courser. Derrière, Jacques, c'est son frère, Trapani. Hop, il prend, il enchaîne. Moi, j'arrive derrière Marc et petite hésitation. J'y vais pas. Et puis, allez, je sais pas ce qui se passe. Gros macho de merde. Et j'y vais. Et je prends. Et là, je prends tous les risques. Hein. 18 km. Virage, serré, double voiture. Frein. Là, vraiment, le pilote de rallye. Et à 3 km, je commence à voir le bout de la moto de Jacques. Mais j'ai vraiment speedé plus que ce que je fais d'habitude. J'y dis, il faut que je le rattrape. Là, j'ai laissé mon cerveau à l'entrée du stade, comme on dit. Là, c'est pareil. J'ai laissé mon temps. J'y vais. Et j'arrive à recoller. Mais on reste derrière la fille quand même. Donc on se gare à l'entrée de Sospel. La fille s'arrête, on s'arrête tous les trois. Puis on commence à papoter avec elle quand même. Parce qu'on est macho, mais on est quand même courtois. Et donc on discute avec elle. Et c'est quoi cette moto, quoi? Donc en fait, la nana, c'est une youtubeuse, pilote professionnelle, qui teste les motos. Donc là, c'était une Benelli 800 pour un concessionnaire. Donc la nana, jamais on l'a rattrapée. C'est une pilote professionnelle, vous voyez. Donc nous tout bon macho, même avec le truc, même le Gilles qui a la super grosse moto et tout, il n'a pas réussi à la rattraper. Et donc là, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on est des gros machos trucs, ou simplement on était un peu influencé par ce qu'on appelle les biais cognitifs. C'est quoi ça? Mais c'est quoi ça, les biais cognitifs? Alors, je ne vais pas vous faire un cours sur les biais cognitifs. En gros, ça dit que notre cerveau, il y a deux parties. Un cerveau qui réfléchit rapidement, on appelle ça le cerveau rapide, et le cerveau lent, et le cerveau rapide qui réfléchit, il marche à 80% du temps. Et donc, il nous fait commettre des erreurs, et ces erreurs-là, on s'appelle ça des biais. Donc, on va faire des petits jeux là. Je ne vais pas vous expliquer les biais, on va en vivre quelques. Donc, répétez après moi. Blanc, blanc, allez, tous, blanc, 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 blanc. Et si je vous dis, que boit la vache? Du lait. Voilà. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle un biais d'ancrage, parce que la vache, elle boit de l'eau. Elle ne boit pas du lait, elle produit du lait, mais elle boit de l'eau. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un biais d'ancrage. Et ce biais, il est extrêmement utilisé, et dans le monde de la santé, et partout. C'est-à-dire qu'on va vous faire votre cerveau va faire des associations qui n'ont rien à voir. Et un des biais d'ancrage qui m'a, moi, le plus marqué, c'est quand j'allais chez mon médecin, bon, plus maintenant, mais mon ancien médecin, dans sa salle d'attente, vous aviez tout un tas d'affiches sur le cancer du poumon, le cancer du truc, avec si vous avez ces symptômes, là. Et là, tu es là, tu attends, tranquille. Et ben, qu'est-ce que tu fais? Tu lis les affiches, quoi. Les affiches. Et quand tu rentres chez le médecin et qu'il commence à te faire est-ce que vous fumez? Est-ce que vous avez un machin? Tu dis putain, il est en train de me réciter la suite. Et là, tu dis c'est bon, j'ai le cancer du poumon, quoi. C'est bon, là, le biais d'ancrage, ça y est, je suis mort. Donc, voilà, essayons un peu de limiter ça. Le deuxième biais sur lequel on va s'amuser. Alors, les chiffres que je vous donne, je ne les ai pas inventés. Hein. C'est une étude nationale. Donc, parmi vous, qui a le permis de conduire? Bon, levez bien, tous le bras. Voilà. Si vous pensez, non, laissez le bras levé. Voilà. Parmi vous, qui pense, qui a le permis de conduire, qui conduit mieux que la moyenne des Français? Personne? Non. Bah si, levez le bras alors, le deuxième. Voilà. Non. Donc à peu près, il y a plus de la moitié des Français dans la salle qui conduit mieux que la moitié des Français. Voilà. Et donc ça s'appelle un biais de confirmation. C'est tout à fait ça. Un biais de confirmation. Donc on est tous des super-héros et on fait toujours mieux que les autres. Et je l'ai vécu aussi, moi, j'ai passé un master en négociation sociale et on avait des cours sur les biais cognitifs. Le premier jour, le prof arrive pour les cours, il nous regarde, on était 24, et il fait
Qui pense qu'il va finir dans les 10 premiers? On était 20 à lever la doigt. Donc, et là-dessus, il a enchaîné sur ce fameux cours sur les biais cognitifs. Un autre petit jeu avec ça, un autre biais que j'aime bien aussi. Donc moi, en tant que patient, tout le monde, on me dit toujours, oui, il faut que tu fasses du sport, il faut que tu fasses du sport, il faut que tu fasses du sport. Ouais, je me décide, je vais faire du tennis, par exemple. Donc je vais au magasin de sport, alors écoutez bien, j'achète une raquette de tennis et un jeu de balle. J'en ai pour 110 €. D'accord? Si je vous dis que ma raquette vaut 100 € de plus que les balles, combien vaut les balles? 10. Vous êtes d'accord avec ça? 10. Eh bien non. Ben non, c'est 5. Parce qu'en fait, votre cerveau, on s'appelle ça le biais de disponibilité. C'est-à-dire que votre cerveau va prendre les infos qu'il a le plus près de chez lui. Qu'est-ce que je vous ai donné comme info? 110 pour le tout. Je vous ai dit, ça coûte plus, donc dans votre tête, il va me demander, la calcul, ça va être un moins. Je vous donne un autre chiffre qui est 100, qui est le prix de la raquette, et bien vous dites 110 moins 100, ça fait 10. Et non. Parce que la balle, c'est 5 €. 5 € pour jouer à cueillir qui. 5 € plus 100, 105. 105 plus 5, 110. Voilà. Et donc, nous, notre cerveau, il va prendre. C'est des gros fainéants. C'est-à-dire, nos cerveaux, c'est des gros fainéants, surtout dans des situations de stress où on n'est pas très bien. Donc, il va associer tout ce qu'il a facilement disponible en lui et il nous fait commettre des erreurs. Et ça, c'est quelque chose que. Ça n'engage que moi, mais je pense que les labos pharmaceutiques, par exemple, ils sont très entraînés à ces systèmes de marketing-là. Et donc, ils vont jouer beaucoup sur ces biais pour essayer de vendre leurs médicaments. Déjà, la première chose, c'est qu'on n'appelle pas un commerce, ça ne s'appelle pas un commercial. C'est un délégué médical. Alors, qu'est-ce qu'il fait le délégué médical? C'est un commercial qui essaie de vendre ses médicaments. Alors, on fait toujours des erreurs. Et on en fera toujours, avec les biais et tout. Et même moi, je veux dire, je continue maintenant, même qui était aguerri et formé au biais, je continue à faire des erreurs. Et il se fait que dans mon parcours, j'ai eu l'occasion de faire des formations. Et je fais des formations pour les médecins en médecine générale. Et on a eu une journée de formation. Et donc, je fais cette formation avec un binôme qui s'appelle Jean-Michel. Bon, il est là ce soir, vous le connaissez. Mais Jean-Michel, en fait, c'est un médecin gastro-entérologue, vacataire qui fait des missions à la fac, qui enseigne à la fac. Il est aussi directeur opérationnel du CI3P, qui est le Centre d'innovation du partenariat avec les publics, qui est en fait une entité de la fac de médecine du département d'études, de recherche et de médecine générale, voilà, donc c'est quelqu'un qu'on pourrait dire à peu près compétent. Et Jean-Michel aussi, c'est le créateur du DU Art du Soin. Il a créé un DU ensemble. Et donc là, on a fait ma première journée de formation ensemble. Et là, à la fin, on débrief. Donc, qui c'est qui veut jouer Jean-Michel? Allez, tu joues Jean-Michel. Tu joues Jean-Michel. Non, tu joues pas Jean-Michel, tu joues Yves. Pardon. Et moi, je vais jouer Jean-Michel. Donc, tu me poses 3 questions. Donc, on est à la fin, en débrief, et moi, je pose des questions à Jean-Michel, et moi, je vais jouer Jean-Michel. Bon, c'est pas mal pour une première fois. J'ai trouvé que les étudiants ont du mal à se livrer. Dès que l'on rentre dans le relationnel et le ressenti, on rame un peu. Et toi, comment tu as vécu la journée? Bah oui, tu as raison Yves, hein. Les années de médecine, c'est très compliqué et on ne leur apprend pas aux étudiants à travailler sur le ressenti et sur tout ce que je dis. Ils sont formés pour apprendre par cœur, pour connaître tout le corps, mais effectivement, tu as extrêmement raison, ils ne sont pas du tout habilités à travailler sur le ressenti, sur le sentiment. Par contre, Yves, ce que je voulais te dire, c'est que tu fais quelques petites erreurs dans le langage, donc il faut que je me corrige. Hein. Tu as tendance à confondre facteur de risque et maladie. Et donc, quand tu parles de ton cholestérol et tout, le cholestérol, c'est un facteur de risque, ce n'est pas une maladie. Ça peut engendrer des maladies derrière. Et quand tu parles de tes problèmes de poids, c'est la même chose. C'est un facteur de risque qui peut engendrer des maladies derrière. Mais souvent, on confond et c'est bien que les choses soient bien notées sur ce langage-là. Et puis, tu dis son savoir expérientiel. Non, c'est faux, c'est son savoir expérientiel. C'est vrai qu'au début, je confondais. Donc là, j'étais recadré, tranquille. Donc,
Maintenant, je sais à peu près ce que c'est qu'un facteur de risque et une maladie. Et tu dis, si ce n'est pas du soin, c'est de la maltraitance. C'est pas un peu exagéré? Non, c'est pas du tout exagéré. Je veux dire, j'ai mis longtemps à comprendre que si on ne faisait pas du soin, on était maltraitance. Un médecin, la première chose, c'est primum non nocere, ne pas faire de mal. Et donc, il faut vraiment que, en tant que médecin, les futurs étudiants puissent privilégier la relation plutôt. Vraiment, c'est la relation qui soigne et la relation, je veux dire, à 80%, c'est ce qui va soigner. D'ailleurs, on l'a dit ensemble dans le cours, qu'on a une grande étude qui dit qu'un médecin coupe la parole au patient au bout de 18 secondes. Donc, c'est des méga études. Hein. Et on a une deuxième étude qui dit que si on laisse parler les patients, je veux dire, au bout de 2 minutes, vous aurez la totalité de la chose. Et d'ailleurs, Yves, je te remercie d'avoir bien rebondi là-dessus en disant « Eh les gars, vous êtes à 1 minute 40 du bonheur, là, il faut y aller !» Bon, et tu as parlé de médecine narrative. Comment tu la mets en pratique? Oui, j'ai parlé de médecine narrative parce que je pense, et dès que je peux, avec les patients qui veulent bien ou sur lesquels je sens qu'il y a une relation, je préfère qu'ils racontent leur histoire. Donc, ils ne me racontent pas leur vie, ils racontent leurs histoires de vie. À partir de là, j'arrive à déterminer tous les déterminants de la santé et tout, quelles sont leurs histoires. Et dans ce cas-là, je peux mieux les accompagner dans le soin. Parce qu'en fait, je les accompagne dans le soin. Et ça on le fait à partir de médecine narrative. Et ça, c'est vraiment un très bon exercice que j'essaie de pratiquer le plus souvent. Merci Jean-Michel pour tous ces éclaircissements. Et justement, en parlant de médecine narrative, depuis que j'ai rencontré Jean-Michel et toute la bande du CI3P, je me suis mis à écrire. Donc depuis le petit problème de santé, je dirais je ne dors pas très bien et donc j'écris la nuit. Et en 2023, BMW Motorrad lance un grand concours d'écriture avec tous ses clients et leur disent « Écrivez un texte de 10 lignes sur vos histoires racontent la nôtre ». Je me suis dit, c'est pas mal, moi j'ai écrit sur la moto, j'ai écrit que la moto me fait du bien, donc je vais me fendre d'un petit texte de 10 lignes, ça doit être dans mes cordes. Et donc, j'écris. Non, ça c'est pas bon, putain, 10 lignes, putain, résumer en 10 lignes ma relation avec la moto. Wow. Bon, on essaye. À la suite d'un cancer, j'opte pour la motothérapie comme accompagnement vers la guérison. J'ai changé ma BMW R1150R, devenue trop lourde et difficile à manœuvrer pour moi, par une plus légère, une plus basse, une BMW F800R. Maintenant, je roule tous les week-ends avec mes potes et on redécouvre toutes les belles routes de montagne que nous offre l'arrière-pays niçois. Bref, de l'égoïsme à l'état pur. Avec un peu d'altruisme, j'existe sur ma moto. C'est un peu jouer avec la vie, être sur un fil tendu entre la vie et la mort. C'est de l'ordre du besoin avec une dose d'irresponsabilité contrôlée. C'est comme si, pour savourer au mieux la vie, il fallait lui associer sa dose de danger. La moto comme dose d'adrénaline et échappatoire du quotidien, cela aussi échappe à toute logique. Je m'écoute enfin. Dring, dring, dring. Allô? Oui? Oui, c'est vrai? Non, sans blaguer. C'est vrai, j'ai gagné? J'ai gagné! Waouh! J'ai gagné le concours même! Waouh! Génial! Et là, elle a un truc de fou. Il y a 3 mecs qui débarquent à la maison, des cinéastes, et on tourne une vidéo sur moi. On va tourner un film sur moi si vous allez sur le site BMW. Vous avez un petit film d'une heure et demie, d'une minute 30. Le mec il s'excite. Non, 1 minute 30, je dis ça parce que 1 minute 30, on a tourné 10 heures. Les mecs sont arrivés le jeudi soir, il fallait tourner au crépuscule, la moto, machin, lever 6 heures du mat, il fallait qu'ils me prennent à l'aube. Donc lever du soleil, Yves, descends de la moto, truc, mets ton casque, retourne-toi, descends de la moto, mets ton casque, un truc comme ça, truc, et vas-y, je te prends en photo. Après on part sur le col de Vence, rouler avec des copains et tout. Les mecs, ils avaient des drones. Donc, il avait un drone, donc ils nous filmaient d'eau, ils regardaient et tout.
Et surtout, il avait un drone de compétition, un truc là, tu es sur la moto, et tu as oh, il y a une guêpe là qui passe devant toi, qui tourne devant toi, tu es là, oh, qui repart derrière et tout. Donc, franchement, j'ai flippé parce qu'il ne nous avait pas prévenu. Il avait fait son drone généraliste, il y avait à un moment donné, on s'est vu une bestiole arriver devant nous, grand moment de panique. Bref, 10 heures de tournage, 1 minute 30 de film. Bon, c'est pas mal. Et surtout, après, voilà. Après, j'ai été invité à Berlin, dans l'univers BMW. Donc, 3 jours de folie. VIP, hôtel 5 étoiles, manger dans le rooftop au-dessus de Berlin. Immersion complète chez BMW, j'ai essayé toutes les motos de rêve. On est parti faire le tour des lacs autour de Berlin. Et vas-y, prends ta moto, et vas-y, je t'échange la moto, et vas-y, truc. Et pour finir, visite de l'usine. Et retour, donc vraiment 3 jours de rêve. Bon, après, je ne suis pas dupe. Hein. Je veux dire, j'étais un peu instrumentalisé par BMW quand même. Maintenant, vous n'allez pas me faire acheter une autre moto maintenant. Hein, tout ce qu'ils vont donner et tout, ça va être compliqué. Ça fait effectivement partie de nos fameux biais cognitifs. Alors, vous vous dites, bon ouais, il est gentil, le livre, avec sa moto et tout, ça lui fait du bien et tout. Mais quand on cherche sur Internet, motothérapie ou les bienfaits de la moto, ben on trouve. Et on trouve un truc qui s'appelle la motothérapie. La motothérapie, c'est quoi ça, hein? Alors, j'ai pas fabulé sur la motothérapie. Hein. Il y a une grande étude américaine de ULA, Université de ULA, je ne me rappelle plus son nom, où les, hein? UCLA, là, voilà. Donc là, où les mecs, ils ont pris 50 personnes. Ils ont fait conduire 20 minutes de voiture, 20 minutes de moto. Donc ils leur ont mis des capteurs partout, prise de sang avant la conduite, prise de sang après la conduite. Donc un truc hyper sérieux. Ce qui ressort de cette étude, c'est que 20 minutes de moto, on a une baisse du taux de cortisol. Cortisol, c'est l'hormone du stress. Donc 20 minutes de moto, vous déstressez. 20 minutes de moto, vous rentrez en hypervigilance. Donc pour eux, ils associent ça à 10 minutes de moto. 20 minutes de moto, c'est comme si tu avais bu une tasse de café. Tu rentres un peu en urgence, c'est des trucs. Et 20 minutes de moto, c'est aussi comme si vous avez fait un peu d'exercice physique. Petite compensation physique, ça a monté le rythme cardiaque, et vous avez fait un peu d'exercice physique. Alors je suis allé plus loin pour me rassurer. Il y a une autre étude, alors celle-là, je ne pense pas qu'elle est fiable, qui disent 3 heures de moto égale 1 heure de marche. Bah, là, en tout cas, elle m'a fait plaisir. Ça m'a conforté, ça c'est le biais de confirmation. Ouais, super. Il y a des mecs qui ont écrit des trucs, c'est ce que je pense. Donc, c'est super. Mais ce qui est surtout aussi, c'est la motothérapie, il existe en France. Ça existe en France, il y a une chercheuse, et elle fait les mêmes constats, c'est-à-dire qu'elle leur fait des stages de moto, donc des petites motocross sur un terrain aménagé, et elle s'aperçoit qu'au bout de, pareil, un quart d'heure, 20 minutes, eh ben, ils prennent du plaisir, ces gens-là. La moto est réputée dangereuse, et ça leur procure du plaisir pour 20 minutes. Et elle, en tant que thérapeute, eh ben, elle rebondit sur ces 20 minutes de plaisir, et après, elle fait tout son travail de thérapeute. Donc je me dis, je suis dans le vrai, là, quand même. Hein. Motothérapie, moi, c'était instinctif, la moto me fait du bien, mon esprit s'évade, je veux dire, ça me fait du bien, mais j'en étais pas à cette étude-là. Et donc, voilà, la motothérapie, ce n'est pas du bidon. Voilà. Allez, on va retourner faire un petit tour en moto. On fait un bond dans le temps, j'ai 30 ans, je suis bien, j'ai mon premier job, mon premier salaire, j'ai pu m'acheter la super moto de Kakou du coin, Ducati. Donc je vais rouler en Ducati Monster, super bien. Et chaque année, je fais un tour de Corse avec mes potes. Et cette année, je fais un tour de Corse avec un copain qui s'appelle Fabrice. Et qui, comme moi, il s'est acheté la belle moto de Kakou aussi. Celle qui gagnait tous les championnats du monde de vitesse, la Kawasaki Z900 Ninja. Donc c'est les belles motos vertes, là, toutes vertes. Là. Un truc, un bon truc de frimeur et qui va très très vite. La mienne, elle n'est pas trop vite. Et donc on est sur nos petites routes de Corse. Et là, on est vraiment dans un truc. Et puis il me fait, Yves, j'aimerais bien essayer ta moto. Je dis, tu veux, ouais, on échange de moto. Je dis, allez, on échange de moto. Et donc me voilà, je vais essayer de vous imiter moi sur le Kawasaki Z900 Ninja. On démarre. On va être sur le qui-vive et tout. Moi, ma moto, quand j'accélère, ça avance doucement, je suis un peu plus fort. L'accélération est proportionnelle à mon poignet. Là, l'accélération sur cette moto, elle n'est pas proportionnelle au poignet. C'est-à-dire que tant que vous n'avez pas les tours, il ne se passe rien et après, il se passe des trucs de folie.
Donc tout ça pour vous dire que il y a des types et il y a des normes en moto. Donc il y a des motos sportives, hyper sportives et tout. Et bien en santé, c'est à peu près pareil. On a des normes IMC. Alors, l'IMC, c'est quoi ça? Alors, l'IMC, c'est une norme. Ce qui est fabuleux, c'est qu'elle a été inventée en 1830 par un Belge mathématicien et statisticien. Donc, rien à voir avec la santé. Donc, il s'appelle Adolphe Quetelet. Donc, il a inventé un truc, la commande, c'était de pouvoir mesurer les populations à l'époque, essayer de normer les populations. Donc, en 1973, la norme Quetelet change de nom et on appelle ça l'IMC, l'indice de masse corporelle. Jusqu'à là, tout va bien. En 1997, là je me souviens très bien de l'année, parce que c'est l'année de la naissance de ma fille qui est dans la salle. Donc, en 1997, l'OMS décrète que l'IMC, c'est la norme nationale. C'est la norme internationale. C'est ce qui va déterminer si vous êtes maigre ou si vous êtes gros. Donc, et dans tout mon parcours médical, hein, donc j'ai tendance à prendre un peu d'embonpoint, et à chaque fois, la solution, c'est il faut que tu perdes du poids. Ouais, ton IMC n'est pas bon, que ce soit le cardiologue, l'endocrinologue, le médecin généraliste, tous. L'IMC, c'est devenu la norme, donc il faut que je rentre dans la norme. Donc pour rentrer dans la norme, pour moi, c'est compliqué. Et donc, à force de le dire, j'ai développé des TOC, des troubles obsessionnels du comportement. Je veux dire, je me pesais tous les jours. J'avais fait un tableau Excel et je mettais mes poids tous les jours. Un truc, donc le mec complètement obsédé. Alors, bon, vous ne voulez pas vous garder ça entre vous. Je suis même arrivé à me peser avant d'aller aux toilettes et après à les toilettes. Donc je peux vous dire combien pèse mon pipi et mon caca. Pour vous dire à quel point cette norme m'a vraiment bouffé l'esprit, quoi. Et si vous allez sur Internet, que vous allez calculer mon IMC, vous avez plein de sites qui vont vous calculer l'IMC. Et sur les sites qui sont reliés à des produits qui veulent vous vendre derrière ou des régimes, quand je fais mon IMC, je tombe sur obésité sévère. Non, morbide. Non, pas morbide, non, modéré. Je suis modéré là maintenant. J'étais sévère il y a 5 ans, mais là, je suis passé en obésité modérée. Et en fait, ce qui marque, vous souffrez d'obésité modérée. Vous souffrez, le mot. Vous souffrez donc... moi, pauvre patient qui ne comprend pas tout, je souffre, donc je suis malade, donc il faut que je me soigne. Donc je vais acheter leur régime et tout, parce que je souffre, je suis malade, quoi. Je suis en souffrance, quoi. Si vous faites la même chose sur le site de l'Amélie, Amélie, ils ne vendent rien, hein, on est d'accord. Vous faites la même chose, et là j'ai un problème d'obésité. Donc c'est déjà mieux, c'est-à-dire que si j'ai un problème, on peut dire que c'est un facteur de risque. Si je souffre, on peut dire que c'est la maladie. Donc on revient à ce que je vous ai dit, hein, facteur de risque maladie. Donc... mais de toute manière, j'ai un problème, donc il faut que je le résolve. Il faut que je le résolve, ce problème. Hein, il faut que mon TOC, il faut qu'il disparaisse un peu, là, quand même. Alors moi, je me suis inventé une méthode, et je n'ai plus de problème avec la norme. J'ai pris Teddy Riner. Vous connaissez Teddy Riner? 9 fois champion du monde de judo. Le mec, il fait plus de 2 mètres. Quand il se laisse aller, qu'il ne fait pas en compétition, il fait 160 kg. Quand il est en compétition, il fait 130 kg. IMC... le mec, il varie entre obésité modérée et obésité sévère. Il est 9 fois champion du monde. Hein. Je dis, ouais, mais bon, je ne peux pas me comparer à Teddy Riner. Hein. Je vais me comparer à quelqu'un qui veut. Donc, je me suis comparé à Antoine Dupont. Il fait la même taille que moi, 1 cm de plus. Lui est champion du monde de rugby, meilleur joueur de rugby, champion olympique et champion du monde de rugby à 7. Donc, Antoine Dupont. Donc, lui, si vous lui faites son IMC, je veux dire, il est en surpoids, le garçon. Hein, il a 1m74, 85 kg, il est en surpoids. Moi, je suis entre les deux. Hein, 1m73 en ce moment, 105 kg, donc je suis en obésité modérée. Et bien voilà la bonne norme. La norme des champions du monde. Je suis champion du monde. Je vous l'ai dit au début que j'étais champion du monde. Donc moi, ma norme, c'est celle des champions du monde et j'ai plus de problème. J'ai plus de problème avec l'UFC, j'ai une norme de champion du monde. À expliquer ça au médecin que vous êtes champion du monde. Non, mais moi, en tout cas, j'ai résolu mon problème. Et surtout, ça me fait penser à une blague de Coluche. Il y a qui disait « La bonne taille, c'est quand les pieds touchent par terre. » Je dis, moi, le bon poids, c'est quand on est bien avec. Voilà. Et
Hop, je le ramasserai après. Mon deuxième problème dans les normes et les types, alors je vais parler Zuba, parce que c'est très controversé, et j'espère que vous n'allez pas me taper dessus, mais c'est les statines. Vous savez ce que c'est que les statines? Donc, les statines, c'est quoi ça, les statines? Alors, les statines, c'est un médicament qui a été conçu pour baisser le taux de cholestérol. Alors, l'histoire avec les statines est compliquée parce que en 2000, le laboratoire Bayer, pour ne pas le nommer, sort une statine et elle provoque 100 morts. Une centaine de morts à cause de ce truc, erreur de dosage et tout, on ne sait pas, mais ça a provoqué une centaine de morts. Et à partir de là, ils ont commencé une campagne de réhabilitation des statines. Alors pourquoi? C'est financier, hein. Statines. 33 milliards d'euros de chiffre d'affaires dans le monde. En France, 1,6 milliard d'euros de statines. C'est le marché public des statines. Donc on comprend qu'il y en a qui mettent le forcing pour réhabiliter ce genre de médicaments. Donc en 2010, la Haute Autorité de Santé, la HAS, sort une recommandation de 187 pages sur les statines, en disant que finalement c'est pas si mal que ça baisse un peu le taux de cholestérol, il faut faire un truc, c'est pas si négatif que ça, les problèmes ont été résolus. Et outre-Atlantique, ils vont beaucoup plus dans le célèbre Journal of Cardiology de je ne sais plus quelle de faculté, le truc. Eux, carrément, ils vont plus loin, ils essayent de vendre les statines en vente libre. C'est-à-dire qu'ils font des pubs, mangez un hamburger, prenez une statine et cholestérol, terminé. C'est-à-dire un hamburger en statine, vous n'avez plus de cholestérol, c'est le remède fabuleux. Donc, et en 2019, la recommandation de la HAS, elle est discréditée par conflit d'intérêts. C'est bizarre. Ils ont mis 9 ans à comprendre que les experts qui avaient écrit ce rapport, ils étaient tous associés à des labos. Donc comment on s'y retrouve en tant que patient, qui croire? Je veux dire, alors, je me suis un peu renseigné. Chez les médecins, normalement, ils ont une revue qui s'appelle Prescrire. Et quand vous lisez cette revue, normalement, elle est assez claire. Elle dit que les statines, a priori, c'est efficace pour les gens comme moi. C'est-à-dire, moi j'ai 5 stènes et je fais beaucoup de cholestérol. Donc pour les gens comme moi, en second, les statines, on peut trouver une amélioration. Mais c'est des trucs à 5 ans. Et il y a un autre site qui s'appelle The NNT, qui lui est écrit par des médecins qui ne sont absolument pas affiliés à des labos et qui ont raisonné autrement. Ils ont dit, on va faire des études, donc ils ont pris que des méga-études sur 5 ans. Ils étudient tout, les médicaments, les campagnes de pub, les campagnes de choses. Et donc je suis allé sur le site et j'ai tapé statine. Et voilà ce qu'ils disent, statine. Donc eux, ils parlent en événements évités. Donc pour un gars comme moi, à qui on va donner des statines pendant 5 ans, en prévision secondaire, parce que j'ai une maladie coronarienne, eh bien, mon bénéfice, on va éviter une mort sur 83. On va éviter une crise cardiaque sur 39. Et on va éviter un AVC sur 125. Donc ça fait un peu réfléchir quand même. Si on prend la statine pour quelqu'un qui en a, je dirais que pendant 5 ans, prévision primaire, il a un petit peu de cholestérol, mais il n'a jamais fait d'infarctus, il n'a jamais rien fait, et qu'on le met sous statine, aucun bénéfice, pas de mort cardio, on va éviter aucune mort. Je veux dire, 1 sur 104, il va éviter l'infarctus, et 1 sur 154 va éviter l'AVC. Par contre, les effets secondaires de la statine, c'est les mêmes que tu en aies besoin ou que tu n'en aies pas besoin, ça, je ne sais pas qui, mais c'est 1 fois sur 50, vous développez un diabète. Et 1 fois sur 10, vous développez des troubles musculaires. Et là, je peux en parler des troubles musculaires parce que j'ai été sous statine. Et moi, 4 jours de statine, je reste cloué au lit. J'ai des crampes dans le truc, j'ai même des crampes dans des muscles, je ne savais même pas qu'ils existaient, quoi. Donc les statines, je dirais, c'est pas pour moi en tout cas. Et voilà, c'est de réfléchir à toutes ces données avant de prendre ce genre de médicaments ou vous renseignez là-dessus. Et en fait, c'est quoi? C'est un peu jouer à la roulette russe, hein, toi, une 154. On va pas jouer. Et quand je suis sur la moto, des fois, je joue aussi un peu à la roulette russe. Là, on
L'association, il y a 2 ans à peu près. Il y a 2 ans, je participe à un séminaire d'une grosse association de la région où je suis trésorier. Et on va sur le séminaire de fin d'année. Donc on est sur le bord de la plage, tous les salariés sont là. On a fait un petit apéro, un truc. Et donc j'avoue que j'ai un peu picolé. Je bois un peu, on fait un repas, la soirée se passe bien. Il est minuit, je suis quand même un petit peu éméché. Et donc je me dis, bon c'est bon, il faut que je rentre en moto, c'est pas possible comme ça. Donc qu'est-ce que je fais? Je prends une bouteille de Perrier et je vais sur la piste de danse et pendant 2 heures, je danse, je bois mes 2 litres de flotte, 2 heures du mat. Je dis c'est bon, je suis bien, je peux rentrer chez moi. Pour rentrer chez moi, une demi-heure de moto. Donc je prends ma moto, je roule. Et puis avant d'arriver chez moi, il y a une grande ligne droite de 7 km. Et là j'ai fait mon petit quart d'heure de moto, donc hein, la cortisol est descendue, je suis bien, je suis en hypervigilance, tout se passe bien. Et puis il fait bon, c'était en juillet, l'air est frais et tout, je me sens bien là. Toutes les bonnes sensations de la moto arrivent. Et j'ai dit, allez, j'y vais. Je suis à 110, tranquille. C'est limité à 110. Il n'y a pas de flic dans la salle. Donc il n'est pas. Voilà. 110. Et donc là, oui, j'accélère. 120, 130, 140, 150. 160, 170, 180. Et à 180, je fais 1, 2, 3. Waouh, la montée d'adrénaline. Je fais putain, je suis vivant. Bon, là, je freine. Hein. Cette montée d'adrénaline, je dis putain, c'est bon, je suis encore vivant. C'était fabuleux. Non seulement je suis vivant, mais je suis devenu patient partenaire. Et là, vous vous dites, c'est quoi ça? Le partenariat patient, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Premier point, une chercheuse anglaise, j'ai oublié le nom pendant Angela Coulter, une chercheuse anglaise, elle a fait des recherches, et elle constate que les patients atteints de maladies chroniques, dans leur année, ils passent entre 10 et 12 heures avec les professionnels de santé, avec le médecin. Et ils passent 6250 heures à se soigner eux. Jusqu'à 6250 heures à se soigner eux. Donc un rapport de 98%. Donc on constate que finalement les patients atteints de maladies chroniques, ils passent plus de temps à se soigner qu'à être en relation avec le système médical. Deuxième point, un chercheur patient français, Luigi Flora, écrit une thèse sur les savoirs expérientiels. Donc lui, il est chargé en sciences de l'éducation. Et il fait cette thèse-là. Et pour valider donc il dit qu'il y a les patients déclarent des savoirs, donc savoir naviguer, savoir plein de choses dans le système de santé. Et en fait, pour expérimenter ça, il s'exporte au Canada, parce qu'en France, il n'a pas trouvé de CHU qui lui ouvre les portes pour expérimenter tout ça. Et donc au Canada, on lui ouvre les portes. Et il met en place du partenariat patient, des gens, des patients qui rentrent à l'université, qui donnent des cours, qui sont associés dans des protocoles, qui sélectionnent même les étudiants au Canada. Et donc il écrit là-dessus, il fait sa thèse là-dessus. Et le savoir expérientiel, a priori sur les patients, ça existe. Troisième point, en 2002, notre ministre Bernard Kouchner, lui, écrit un texte de loi qui est très clair, qui dit que le patient, la décision finale appartient au patient et que les personnels médicaux, les professionnels de santé, sont là pour l'accompagner et l'éclairer pour qu'il prenne la meilleure décision possible pour lui. Donc c'était en 2002. Voilà. Et quatrième point qui fait ça, c'est que l'explosion d'Internet et des réseaux sociaux, quoi. Je veux dire, maintenant, vous cherchez une info, vous tapez sur Trucobuno, vous avez tout ce que vous tapez cancer de la veine cave, l'hémiosarcome de la veine cave, vous avez tout et n'importe quoi. Si je le lis, je déprime. Donc, j'ai des infos aussi. Bonnes ou pas bonnes, mais en tout cas, j'ai ce savoir-là. Et donc, en fait, là, donc, depuis 20 ans, on voit émerger un nouveau système médical. C'est-à-dire qu'au début, la médecine faisait vers le patient. C'est la maladie qui compte et tout. Rappelez-vous mon affiche, vaincre le cancer. On fait vers lui, le patient, il n'existe pas. On a basculé tranquillement vers un modèle ce qu'on appelle centré ou paternaliste.
le patient il est au milieu, et puis tout le service médical est autour. On fait pour le patient, mais on fait pour lui. Il n'a pas encore trop son mot à dire, quoi. On fait pour lui, tout ce qu'on fait bien, c'est bien pour toi, nous on sait, toi patient, truc. Et ce troisième système, ben, c'est un système qui permet de le faire avec le patient. C'est-à-dire que mais pour ça, il faut que les personnels de soins reconnaissent au patient qu'il ait une expertise de sa vie avec la maladie. Et ça, ce n'est pas encore gagné. Mais en faisant avec le patient, c'est de là qu'est né le partenariat patient. Et moi, comment je suis arrivé à patient partenaire? Parce que je ne suis pas tombé dedans, même si j'ai la stature d'Obélix, je ne suis pas tombé dedans quand j'étais petit, quoi. Ça m'est arrivé. En fait, en 2020, donc on va dire en 2010, j'ai une première rencontre avec la maladie. Là, j'ai une tumeur au cerveau qui me provoque tout un tas de dérèglements hormonaux. Ils appellent ça le syndrome métabolique. Donc, je fais du cholestérol, je fais de la goutte, je fais tout des trucs qui ne sont pas bons. En 2020, mon deuxième, où je deviens champion du monde, il découvre le fameux lémiocercome de la veine cave, donc une tumeur donc très rare, on doit être deux en France à l'avoir. Et donc là, hospitalisé, donc là on m'enlève la tumeur. En passage, on m'enlève un rein, on met des cathéters dans la veine cave. Au passage, il gratte un peu l'aorte parce qu'elle était trop près. Hémorragie, donc heureusement, nos équipements, on est super bien équipés en France, donc là, il me sauve la vie. Là, que je me réveille avec le statut de rescapé survivant, le fameux survivant de la 202 là. Celui qu'on a sauvé la vie. Et donc, effectivement, en tant que patient, c'est compliqué. Ils vont quand même sauver la vie, tous ces mecs-là. Donc, je suis bien reconnaissant. C'est dur d'aller critiquer des gens qui vous ont sauvé la vie et toute cette technologie qui est à notre service quand même. Et donc, en sortant de l'hôpital, donc là, pour faire court, c'était en plein Covid. Les salles de soins intensifs ont été réquisitionnées par le Covid. Donc, on m'a mis dans une salle, dans un hall de gare, j'appelle ça, en sortie de la salle de réveil, avec des draps derrière. Donc, lumière permanente, l'heure, en dessous de l'héliport, donc truc. Donc, en soins intensifs, donc avec des tuyaux partout, hein, on m'a ouvert le ventre en deux et tout. Et donc, pendant 4 jours, je n'ai pas dormi. Et j'avoue, mon cerveau a vrillé. Je faisais des hallucinations, je voyais des comtesses russes, je voyais tout un tas de trucs. J'étais dans mon bureau syndical, en train de trucs, bon, des trucs de fou. Je ne sais toujours pas si c'est vrai ou pas. Et quand je suis sorti au bout de 15 jours, ben, je rentre chez moi. Donc, après, j'ai vu personne pendant 15 jours. Hein. Parce que Covid, personne ne pouvait vous voir. Donc seul, et donc je rentre enfin chez moi. Et dans le couloir, je vois cette affiche. Devenez patient partenaire. Grande affiche, il y avait peut-être encore au CHU. Devenez patient partenaire. Et là, j'étais assez remonté. Hein. Je suis un ancien syndicaliste. Moi, j'étais prêt à les attaquer, les foutre en procès, faire jouer tous les avocats avec qui je connais pour dire non, c'est pas possible d'être aussi maltraité. Et puis bon, je me suis dit non, peut-être le mieux c'est de devenir patient partenaire hein, et de voir avec eux comment on peut avancer. J'ai été éduqué dans ce sens-là. Et donc, je rentre chez moi, je fais ma convalescence juillet-août, je ne fais rien, j'ai des cicatrices, des trucs, je m'occupe de moi. Et à partir de septembre, je me dis tiens, devenir patient partenaire, c'est pas mal. Donc, je vais sur le site, j'écris, je remplis mon dossier, donc CV, lettre de candidature, tout mon parcours médical et tout, et j'envoie ça au CHU. Pas de réponse du CHU. En octobre, j'ai un pote qui est venu ici, chez Jean-Michel, assurer une soirée musique. Il m'appelle, il dit hey, je suis allé chez une soirée, chez quelqu'un, il faisait de la musique, et à la fin, il nous a parlé du partenariat patient. Est-ce que c'est avec lui que tu vas bosser? J'écoute, je ne sais pas, moi j'ai fait une demande au CHU, j'en sais rien. Donc donne-moi ses coordonnées, et j'ai écrit à Jean-Michel. Donc j'ai écrit à Jean-Michel disant, ben voilà, le truc. Et Jean-Michel m'a répondu très rapidement en disant, oui, si tu veux, tu peux passer un entretien avec nous, donc avec lui et le fameux chercheur Luigi Flora, qui sont tous les deux co-directeurs du CI3P. Et je passe l'entretien avec eux. Et là bah, je suis pris aussi. Entre-temps, en septembre, le CHU me rappelle en décembre pour dire ah, c'est encore en plein Covid, c'est pas possible, on va vous intégrer en septembre d'après. Donc en fait, et à partir de là, je veux dire, tout va très vite. Donc j'ai fait une liste parce que sinon je vais passer une demi-heure à vous raconter ma vie, ce qui n'est pas le cas, ce qui n'est pas le but, ce qui n'est pas le but.
Voilà. Donc, et donc, à partir de là, tout va très vite. Je veux dire, le site 3P me propose d'intégrer 2 formations. Une, le DUR du soin que j'intègre. Et ils étaient en train de monter un tout nouveau concept où ils ont mis 7 médecins et 7 patients ensemble et qu'ils ont été formés par le CRES à devenir formateurs ETP. Et comment qu'on soit des programmes de TP. Donc on se retrouve 7 patients, 7 médecins. J'avoue que c'était le premier jour était houleux pour ceux qui étaient là. Mais après ça s'est bien passé. Et de là, je me retrouve à construire un programme de 6 jours de TP pour des étudiants en médecine générale. Et donc devenir formateur, comme vous l'avez vu dans mon truc, donc je me retrouve à former ça. Et donc après, ça va très vite. Le réseau se met en place. Et là, donc, je deviens patient partenaire au service des urgences. Donc le CHU se réveille. Je deviens patient partenaire au service de CHU de Nice, où j'ai des réunions trimestrielles sur les problèmes de service et d'intervention. Plus, j'intègre un programme d'intégration qui s'appelle EASE, qui a gagné plusieurs prix sur le partenariat patient. Donc, je fais entièrement partie de ce dispositif avec le CHU de Nice au service des urgences. Je deviens patient partenaire au CHU impliqué dans la formation des personnels sur les sujets de maltraitance ordinaire. C'est-à-dire qu'on a créé des petits mini-forums débats. On a récupéré tous les incidents qui ont été remontés par le SAV. On a fait 4 petits films caricaturales. Et puis, tous les 2 mois, je vais dans les services, on monte le film et puis je discute avec les personnels soignants. Soit en tant que soignant, comment tu réagis ça, moi en tant que patient, comment on réagit, puis on discute. Donc ça, c'est cette action-là qui a retenu un prix avec la Haute Autorité de Santé. Avec l'ARS, pardon. Je suis devenu patient partenaire au CI3P, où là, je suis sollicité sur l'animation de ciné-débats ou certains programmes de recherche. Des fois, ils ont besoin de patients, et donc je réponds à certains programmes de recherche. Je suis devenu patient partenaire formateur au sein du département d'enseignement de recherche de médecine générale, où là, comme je vous l'ai dit, je participe à la formation des étudiants en médecine lors des séminaires des maladies chroniques, sur les cours de TP. Sur les cours de TP, je suis même devenu coordinateur patient sur ces cours de TP. Des ECOS, dont les ECOS, c'est ce qu'on appelle les évaluations pour les étudiants. Les étudiants sont évalués en vraie situation, c'est-à-dire que vous avez un patient et un médecin, et on joue la consultation, et vous avez un autre médecin et un patient qui évaluent. Donc on évalue plus la relation que le côté médical. Je participe aussi je vais essayer de le dire parce que je sais pas, au JAPS, donc c'est des groupes d'analyse de pratique en fait. JAPS. Donc c'est des groupes d'analyse de pratique où tous les mois, avec un autre médecin, je rencontre 12 étudiants en interne, et puis ils parlent sur leur situation et leur vécu d'interne. Et avec mon regard patient, on analyse ensemble et tout, et puis on apporte. Je suis devenu patient partenaire à la Maison du Mineur Avance, où là j'anime tous les 15 jours un atelier de TP. Donc je reste je ne fais pas que former, j'anime aussi des ateliers de TP, et c'est important, parce que sinon, si je ne fais pas ça, on ne peut plus faire de formation si on n'est pas dans ça. Je suis aussi devenu patient partenaire au sein de la SFPC. C'est la Société française de pharmacie clinique. En fait, c'est une société savante où en fait, ils ont intégré 2 patients partenaires, dont moi, où on écrit des articles avec eux, avec des pharmaciens, sur ce que c'est que la décision médicale partagée, ce que c'est que le partenariat patient. Et là, ça fait 2 fois que j'anime un atelier lors de leur colloque. Chaque année, ils ont un colloque où on anime des ateliers en tant que patient sur tout ce qui est décision médicale partagée, auprès des pharmaciens. Je pense que j'en ai oublié, mais voilà. Mais le plus extraordinaire dans ce truc, c'est que je suis devenu enseignant vacataire à la fac. Je veux dire, j'interviens sur un master APAS. Donc pour faire de l'ETP. Donc le master APAS, c'est pour les sportifs qui font de activité physique adaptée à la santé. Et ça fait 3 ans que je fais ça, en fait. En fait, je suis rentré là-dedans parce que j'ai remplacé la médecin qui nous avait formés, qui faisait ça, qui m'a dit « Yves, tu peux me remplacer ?» Tu me remplaces, et depuis 3 ans, je fais ça. Avant d'être patient, j'avais une vie. Et donc, moi, j'étais syndicaliste, et j'étais formé à tout ce qui est management d'équipe, biais cognitif, gestion de conflits, tout. Et donc, ils m'ont demandé d'intervenir dans le master ingénierie de la santé, où j'anime un module de 10 heures sur la gestion de conflits, comment on gère une maison de santé, comment on peut éviter des conflits. Et donc, je leur fais un petit cours sur les biais cognitifs pour mieux se connaître. Voilà. Et donc, en fait, je suis enseignant vacataire à la fac, quoi. Il y a 4 ans, tu m'aurais dit ça, j'aurais dit, mais attends, il est fou, quoi. En fac de médecine, en plus. Alors, le mec, il est malade et il va enseigner aux gens. Et
c'est ça qui est assez ça qui a fait fabuleux dans le système, c'est que d'un côté, on a un système qui va vous maltraiter, mais pas que nous, il maltraite aussi les personnels de santé, et puis de l'autre côté, il vous ouvre des portes inespérées, quoi, parce que moi, j'arrive ici, là, j'ai fait cette conférence, si vous voulez, mais ce que vous ne savez pas, c'est que pendant 1h15, 1 heure, je me suis soigné. Je me soigne là en faisant ça. Ça me fait énormément de bien, quoi. Là, je transpire, je suis à fond, je suis parti, mais ça m'a fait énormément de bien. Ça fait partie de ma thérapie, quoi. Hein, et donc, voilà, c'est ce que je voulais dire. Et pour finir cette conférence, là. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Merci à vous d'être venus. Merci à vous de m'avoir écouté. La 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 la. La 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 la. Merci à vous. Et là, je pars me soigner pendant 3 semaines en moto pour faire pour jouer cette conférence. Merci à vous.